Quand on débute en architecture, il y a des passages obligés. Et l'architecture grecque s'en est un et pour de très bonnes raisons. Il ne s'agit pas juste de regarder le passé, non. Il s'agit de comprendre le code source, en quelque sorte le système d'exploitation sur lequel une immense partie de l'architecture occidentale s'est construite. C'est vraiment ici que l'on apprend les règles du jeu. On se retrouve face à ces ruines. Et la question, elle est inévitable. Comment des bâtiments qui ont été érigés il y a plus de 2500 ans peuvent encore nous sembler si justes, si équilibrés, si parfaits en un sens? C'est ce mystère qu'on va tenter de percer ensemble. On va décrypter la logique qui se cache derrière cette puissance qui traverse les âges. Pour aborder l'architecture grecque, la première chose à faire, c'est d'en apprendre à la langue. Et cette langue, elle est structurée par ce qu'on appelle les ordres. Pensez-y vraiment comme à un alphabet ou une grammaire visuelle. Chaque ordre, c'est un système complet et cohérent de formes et de proportions. C'est ça qui va donner à un bâtiment tout son caractère, toute son expression. Maîtriser ce langage, c'est vraiment le tout premier pas. Bon, alors allons-y, entrons dans le vif du sujet. Voici les trois protagonistes, le dorique, l'ionique et le corinthien. On voit tout de suite qu'ils ont un air de famille, une même logique dans la structure, mais que chacun a sa propre personnalité. C'est une magnifique démonstration de l'évolution d'une idée qui va se raffiner et se complexifier au fil du temps. Alors, comment on les différencie? C'est assez simple en fait. Le dorique, c'est la force tranquille. C'est le plus ancien, le plus massif. On l'associe souvent à une robustesse, disons, masculine. L'ionique, lui, est plus svelte, plus élancé. Son élégance, qu'on voit bien dans ses volutes, est souvent qualifiée de féminine. Et puis, on a le corinthien. Ah, là, c'est l'exubérance, la richesse décorative poussée à son maximum, avec une inspiration qui vient tout droit de la nature. 3 tempéraments, 3 styles bien distincts. Regardons de plus près le dorique. Remarquez comme la colonne, qui n'a pas de base, semble jaillir directement du sol. C'est de la structure pure. Et ce qui est fascinant, c'est la frise, juste au-dessus. Ce rythme parfait entre les triglyphes, vous savez, ces blocs avec des stries, et les métopes, ces panneaux carrés qui, à l'époque, accueillaient des sculptures. C'est une composition d'une logique mathématique absolument implacable. Avec l'ionique, on change complètement de registre. La colonne s'affine, elle repose maintenant sur une base qui lui donne de l'élan, et le chapiteau, eh bien, il se pare de ses fameuses volutes, un peu comme un parchemin qu'on aurait déroulé. Tout l'ensemble est plus léger, plus narratif aussi. D'ailleurs, la frise n'est plus rythmée, elle devient une bande continue, parfaite pour sculpter de longues histoires. L'architecture commence à raconter quelque chose. Et voilà le bouquet final, le corinthien. C'est l'ordre de la sophistication par excellence. Son signe distinctif, impossible de le rater, c'est ce chapiteau spectaculaire, une sorte de cascade de feuilles d'acanthe sculptées. On garde la finesse de l'ionique, mais on pousse l'ornementation à un niveau complètement fou. C'est un choix délibéré, bien sûr, pour exprimer la richesse, le pouvoir, le prestige. Voilà, maintenant qu'on a les mots de ce langage, les ordres, on peut commencer à construire des phrases. Et la phrase la plus parfaite, la plus aboutie de l'architecture grecque, c'est le temple. Ce n'est pas juste un bâtiment, c'est l'incarnation d'un idéal d'harmonie et de perfection. Mais attention, il n'y a pas un seul et unique type de temple. Ces plans nous montrent qu'il y a différentes variations. Un temple peut être prostyle, c'est-à-dire avec des colonnes seulement sur la façade, ce qui crée un porche d'entrée monumentale, ou alors il peut être péripère, avec la colonnade qui en fait tout le tour. Ça crée un jeu d'ombre et de lumière magnifique et un parcours tout autour du cœur sacré du temple, le naos, là où se trouvait la statue de la divinité. Chaque plan, en fait, génère une expérience de l'espace totalement unique. Décortiquons ensemble cette structure. Grâce à cette coupe, c'est d'une clarté absolue. Tout part du soubassement, cette base en gradin qui ancre le bâtiment dans le sol, ensuite les colonnes qui forment le péristyle, et enfin, ces colonnes supportent l'entablement, ce lourd bandeau horizontal qui va lui-même porter la toiture. Chaque élément a sa place, son nom, sa fonction. C'est un peu comme un mécano de très haute précision. Mais attention, une collection de chefs-d'œuvre, ça ne fait pas une ville. Le vrai génie grec, ça a aussi été d'utiliser ce langage architectural pour organiser la vie en communauté, pour construire la cité, la polis. On change complètement l'échelle, on passe du bâtiment à l'urbanisme. Et Athènes, c'est l'exemple parfait. L'organisation est d'une limpidité incroyable. En hauteur, l'acropole, c'est le domaine du sacré, le domaine des dieux, un lieu de contemplation qui domine toute la ville. Et en contrebas, on a l'agora, le cœur bouillonnant de la vie civique, commerciale, politique, le spirituel et le temporel, chacun à sa place, et cette place est définie par l'architecture et par la topographie. L'agora, c'est une leçon fondamentale. Ce n'était pas juste une simple place de marché, c'était littéralement la fabrique de la démocratie. Les bâtiments qu'il abordait avaient des fonctions très précises. Le boulterion pour le conseil de la cité, les tribunaux et surtout les stoas, ces longs portiques couverts où les citoyens pouvaient débattre, philosopher, faire du commerce, tout ça à l'abri du soleil. C'est l'architecture pensée comme un outil au service du débat public.
Et que dire du théâtre? C'est peut-être la plus belle démonstration de l'intelligence des Grecs dans leur rapport au site. Plutôt que d'imposer une structure massive, ils utilisent la pente naturelle d'une colline pour y creuser les gradins. Le paysage devient une partie intégrante de l'architecture. C'est une leçon d'humilité et d'efficacité qui reste, aujourd'hui encore, totalement pertinente. Toute cette cohérence, cette sensation de justesse qu'on ressent, ça ne vient pas du hasard. C'est le fruit de principes directeurs, de règles qui ont été théorisées bien plus tard par un architecte romain, Vitruve, dans son célèbre traité. Et ce sont ces principes qui constituent l'héritage le plus précieux des Grecs pour n'importe quel bâtisseur. Voilà, ça c'est le point crucial. Vitruve a réussi à distiller l'essence même de l'architecture grecque en 5 concepts clés. L'ordonnance et la symétrie, c'est la quête de la proportion juste, la musique des mathématiques, la disposition et la bienséance, c'est la logique pure, la forme doit découler de la fonction, l'extérieur doit refléter l'intérieur, et enfin, le rythmique, c'est la grâce, c'est l'harmonie visuelle qui naît quand tout le reste est parfaitement en place. C'est une véritable feuille de route pour concevoir des bâtiments qui ont du sens. On a exploré le langage, les bâtiments, la ville, les théories. Mais tout ça, ce n'est pas juste une leçon d'histoire, c'est une boîte à outils. Face aux défis d'aujourd'hui, la question, ce n'est évidemment pas de copier les formes du passé. C'est de se demander qu'est-ce que ces leçons d'ordre, de rapport à la nature, de service aux citoyens peuvent nous apprendre pour inventer l'architecture de demain. Maintenant, c'est à vous de jouer.